Merci, Monsieur le ministre, pour cet éclairage et pour l'accent mis sur les déterminants qu'on peut qualifier d'extra-économiques et dans l'amélioration de l'attractivité en matière d'IE, mais il doit sortir que l'indice de compétitivité globale élaboré pour le Forum économique mondial intègre cette dimension, qu'il s'agisse de la qualité des institutions, de la primauté de l'état du droit, qu'il s'agisse de la gouvernance, sont des déterminants également de l'attractivité qui ont une importance qu'on ne peut pas négliger. Surtout qu'on a parlé tout à l'heure des CAF, les expériences d'intégration régionale en Afrique, ils ont démontré que l'une des raisons qui explique la limite, les contraintes de cette intégration, c'est des problèmes d'ordre sécuritaire et politique. Et c'est pour cela les différentes communautés économiques régionales, je me limite aux communautés économiques régionales limitées et reconnues par l'Union africaine, ont été obligées d'amender un peu les traités portant la création de cette communauté pour intégrer cette dimension en rapport avec la stabilisation politique et l'amélioration de la gouvernance dans les objectifs assignés à ces différentes communautés économiques régionales qui avaient seulement initialement une vocation économique. Et je crois que la transition est trouvée pour donner la parole à Mme Silma Alaoui, directrice du climat des affaires au niveau du ministère de l'Investissement, de la Convergence et de l'évaluation des politiques pour nous éclairer sur le rôle du droit, de la qualité des institutions dans l'amélioration de l'attractivité ou de l'attraction du Maroc en matière d'investissement direct étranger. Vous avez la parole, madame. Merci beaucoup, bonjour. Monsieur le Président de l'Université, Monsieur le Doyen de la Faculté, Monsieur le Secrétaire Général, Madame la Conseillère, Messieurs et Mesdames les directeurs, chercheurs, étudiants, aimables et honorables assistants, c'est avec un réel plaisir que je représente aujourd'hui le département de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques. Et je remercie d'ailleurs les organisateurs pour le choix de cette thématique qui est effectivement d'actualité, d'avoir également réuni l'ensemble des parties prenantes, qu'il s'agisse de chercheurs, de professionnels, de décideurs à la fois au niveau national mais également nos amis, confrères et voisins africains, pour mener une réflexion collective sur le rôle de l'investissement et de l'emploi en tant que moteur de la relance socio-économique et levier de développement à l'échelle nationale et territoriale. J'aimerais revenir juste effectivement rapidement sur les quelques atouts phares du Maroc. Donc, au cours de ces 2 dernières décennies, et sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, le Maroc s'est imposé comme une terre privilégiée des investissements. Fort de ces atouts, donc aujourd'hui, notre pays dispose d'infrastructures aux meilleurs standards internationaux qui ont été développées dans de nombreuses régions du Maroc. Donc on peut citer à titre d'exemple Tangemed, donc le premier port à transbordement en Afrique et en Méditerranée. Nous disposons également de la première ligne grande vitesse du continent, plus de 2000 km d'autoroutes qui assurent l'intégration de notre pays. Il y a également la mise en place de plus d'une cinquantaine d'accords de libre-échange qui donnent aujourd'hui à notre pays accès à un marché de plus de 2 milliards de consommateurs. Nous pouvons également citer l'émergence de nouveaux métiers et d'écosystèmes qui ont permis au Maroc de se positionner sur l'échiquier économique mondial
On peut citer à titre d'exemple les industries automobiles, les industries aéronautiques, qui font aujourd'hui figure de référence sur le plan international. Nous l'avons cité, effectivement, un gros travail qui a été fait au niveau du renforcement des institutions, le renforcement de nos fondamentaux économiques, qui ont permis aujourd'hui, effectivement, au Maroc de faire preuve de résilience, malgré un contexte international qui est marqué par une crise inflationniste très importante et une crise énergétique mondiale. Donc aujourd'hui, le Maroc, c'est le premier producteur d'énergie renouvelable en Afrique. Il est appelé à devenir un champion et un acteur majeur en termes de décarbonation. Actuellement, les énergies renouvelables représentent 38% du mix national énergétique. L'ambition, c'est bien évidemment de le porter à plus de 52% à horizon 2030. Donc c'est grâce en fait à ces nombreuses réformes structurantes et structurelles qui ont été menées et engagées et aux investissements importants qui ont été déployés par le pays que le Maroc s'est imposé effectivement naturellement comme un partenaire incontournable pour les investissements. Toutefois, il est important de revenir sur quelques caractéristiques clés de l'investissement au niveau national. Aujourd'hui, le taux d'investissement du Maroc est l'un des plus élevés au monde, ça a été cité. On tourne autour de 28% à 30% du PIB, alors que la moyenne de l'OCDE se situe plutôt à 22, voire à 25 au maximum. L'autre caractéristique clé de l'investissement au Maroc, c'est qu'il est principalement porté par le secteur public. Aujourd'hui, le secteur public représente les 2/3 de l'investissement global, alors que l'investissement privé ne représente qu'un tiers, qui correspond à peu près en moyenne à 100 milliards de dirhams par an. Et effectivement, une autre caractéristique, c'est qu'il reste concentré dans 3 secteurs qui sont le commerce, les industries manufacturières et puis tout ce qui est promotion immobilière. Donc malgré un niveau élevé des investissements au Maroc, on constate également que l'impact sur le développement socio-économique reste à renforcer. Je pense que Madame la conseillère l'a cité tout à l'heure, on a un indice ICOR, le coefficient marginal du capital, qui est à 9,4 points en moyenne entre 2000 et 2019, alors que dans d'autres pays similaires, au Maroc, on est plutôt à une moyenne de 5,7. Donc ça veut dire que l'effort au Maroc, l'effort est beaucoup plus important. On a besoin d'investir beaucoup plus pour créer un point de croissance supplémentaire. Donc aujourd'hui, plus que jamais, il est important justement de renforcer le rendement de cet investissement et surtout que le Maroc aborde aujourd'hui une nouvelle phase de son développement, justement en ligne avec les recommandations du nouveau modèle de développement. Donc, tel que avancé tout à l'heure par Monsieur le Président et par Monsieur le Doyen, donc Sa Majesté le Roi Mohamed VI Mansour a érigé l'investissement productif comme levier essentiel de la relance, avec des objectifs qui sont ambitieux. En 5 ans, c'est-à-dire sur la période 2022 à 2026, on doit mobiliser 550 milliards d'investissements et créer 500 000 emplois. Et j'insiste sur l'emploi parce qu'effectivement aujourd'hui, on cherche un investissement qui soit productif, créateur de valeur et de richesse et créateur d'emplois. Donc au-delà des chiffres, aujourd'hui, ce qui est vraiment important, c'est de créer un véritable changement de paradigme pour libérer les énergies du secteur privé, maximiser l'impact de l'investissement. Donc c'est dans ce sens que le gouvernement a engagé plusieurs chantiers structurants depuis sa nomination en octobre 2021. Donc tout d'abord, c'est le renforcement du cadre institutionnel de l'investissement à travers la création d'un département et d'un ministère dédié à l'investissement. On a également la réforme de la politique de l'État en matière de développement et de promotion de l'investissement. Comme vous le savez, donc, la nouvelle charte de l'investissement, donc la loi cadre 03-22, a été adoptée au Parlement en décembre 2022. Il y a effectivement, en complément d'un cadre incitatif transparent,
et compétitif, il y a aussi l'amélioration du climat des affaires, qui est un levier important pour enlever tous les freins à l'investissement. Et il y a effectivement d'autres dispositifs qui ont été déployés par le gouvernement. On peut citer également la mise en place du fonds Mohamed VI pour l'investissement, qui est un véhicule de financement stratégique en cours d'opérationnalisation. Donc je reviendrai effectivement dans le cadre de la plénière de manière beaucoup plus détaillée sur les objectifs, les composantes et les piliers de la charte de l'investissement. Mais en tout cas, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, dans ce mot d'introduction, c'est que le rayonnement du Royaume sur la scène internationale est indéniable. Il y a un vrai aujourd'hui momentum Maroc. C'est confirmé lors de la dernière édition Davos. Toute la délégation marocaine a été approchée avec énormément d'investisseurs intéressés pour venir investir au Maroc. Il y a également tous les investisseurs que nous avons l'occasion de rencontrer ici sur le territoire national. Donc il y a aujourd'hui un vrai momentum Maroc qu'il faut transformer et les leviers sont là, que je viens de citer, pour justement réussir ce bond qualitatif de l'investissement. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet éclairage, madame, sur le nouveau cadre réglementaire de l'investissement qui va contribuer positivement à l'amélioration de l'attractivité des idées pour le Maroc. Et je donne la parole tout de suite pour avoir un regard de l'Afrique subsaharienne sur la question à madame Kylienne Kolidiati, qui est conseillère spéciale du Premier ministre Burkina Faso. Et je tiens à la remercier pour avoir accepté notre invitation, avec également dans la délégation un journaliste qui couvre l'événement, que je remercie beaucoup. Et par la même occasion, je tiens à souligner qu'il y a notre ambassadeur Youssef Saharoui au Burkina Faso qui a facilité cette participation. Et dans le cadre de la diplomatie universitaire et parallèle, je rappelle que M. Slaoui, c'est un lauréat de cette faculté. Il a soutenu dernièrement sa thèse sur l'africanisation des opérations de maintien de la paix en Afrique. Vous avez la parole, Madame la conseillère. Merci bien, Monsieur le Président de l'Université. Je voudrais remercier chacun à son rang et grade. Et je voudrais particulièrement remercier Sa Majesté le Roi pour tous les efforts qu'il fait en direction de ces pays, des autres pays frères d'Afrique. Je voudrais juste rappeler ici que lorsque nous avons été frappés par le Covid, ça a été le premier pays à aller vers le Burkina Faso pour nous aider. Je voudrais aussi rappeler que depuis plusieurs décennies, le Maroc soutient le Burkina Faso dans la formation du capital humain à travers la formation d'ingénieurs, en tout cas dans les filières prestigieuses qui reçoivent chaque année au Maroc ici pour former. Merci et merci pour cette fraternité africaine. Je veux juste dire quelque chose par rapport à ces journées. D'emblée, je veux dire que si on permettait, ou si on autorisait de permettre à chaque Africain d'avoir ce dont il a besoin pour produire et se développer, incontestablement, l'Afrique sera le premier pays, le premier continent au-dessus de la Chine, au-dessus des États-Unis, au regard du dividende démographique que nous aurons bien exploité, au regard des ressources incontestables que nous avons en Afrique. Donc, nul n'a le droit d'empêcher à autrui d'être heureux sur cette terre. Nous devons travailler à faire en sorte que les Africains travaillent et qu'ils profitent des ressources que nous avons et qu'ils soient heureux comme les autres peuples, sinon mieux que les autres peuples. Je vais parler un peu d'inclusion financière. Ce que je viens de dire d'emblée, si on veut permettre à tout Africain de pouvoir produire ce dont il a besoin pour se développer,
il faut qu'il y ait un accès aux ressources productives. Et parmi les premières ressources, il y a le financement. C'est pourquoi je veux parler du financement inclusif, tout en sachant que mes prédécesseurs ont parlé d'autres ressources telles que la terre, qui est un problème particulièrement pour les femmes, mais je veux parler d'inclusion financière. Alors, je voudrais dire simplement que nous savons tous ce que c'est que le secteur financier et ce que c'est qu'un secteur financier inclusif qui doit répondre à une problématique non seulement au plan spatial de sa disponibilité, mais aussi en termes d'éducation et d'accès aux différents paquetages des ressources. Mais aussi, il faut dire que l'inclusion financière, si nous la voulons efficace, doit être sans doute une stratégie pérenne de financement des populations, particulièrement des plus pauvres, pour arriver à tirer les localités, les populations les plus pauvres vers le haut et jouer ainsi un rôle de justice, d'équité, si nous voulons vraiment une paix durable. Ici, je voulais dire qu'au niveau du Burkina Faso, déjà le secteur bancaire est très faiblement développé. Nous avons à peine 551 points d'accès pour un territoire de 274 000 km², 21 millions d'habitants. Vous voyez déjà que le nombre est pratiquement faible. Le taux d'inclusion financière est simplement de 5,1%. Les populations n'ont pas accès. Le faible développement de l'éducation, l'analphabétisme, fait que la plupart de ces institutions sont au niveau de la capitale et plus on va vers le monde rural, moins on rencontre bien sûr des institutions bancaires, des institutions de microfinance. Donc, les plus pauvres, et particulièrement les femmes, sont doublement pénalisées et exclues du système bancaire. Si on n'a pas de finances, on ne peut pas investir. Et si on ne peut pas investir, on ne peut pas se développer. Donc, je voudrais simplement dire que par rapport aux principes et aux caractéristiques entrepreneuriales, nous avons déjà une situation particulière au niveau du Burkina Faso. Pays classé parmi les plus pauvres, qui est frappé en plein fouet par l'extrémisme violent, quatrième pays le plus touché, et qui malheureusement aujourd'hui a plus de 2 millions de sa population et qui fait partie des personnes déplacées internes qui ne peuvent même plus retourner dans leur localité et qui vivent dans une précarité indescriptible. Alors, cet extrémisme violent, cette crise sécuritaire a fait reculer tous les indicateurs de développement et fait en sorte qu'aujourd'hui, les maigres ressources que le Burkina arrivait à mettre en place sont à 50-60% tournés vers la résolution de cette crise sécuritaire. Donc, tout ce qui pouvait être utilisé pour le développement du pays sont bien sûr reculés, sont anéantis. Alors, ici, nous pouvons dire que notre stratégie, il s'agit de regarder comment est-ce que nous pouvons insuffler le développement et résoudre les problèmes sécuritaires. Voilà un dilemme. S'il n'y a pas la sécurité, on ne peut pas aller travailler. Eh bien, si on veut travailler, il faut des ressources. À partir de ce moment, on s'est dit qu'il faut déjà trouver une stratégie qui va résoudre les problèmes de disparité, non seulement spatiale, mais aussi entre individus, puisque une des raisons de l'extrémisme violent aussi, c'est cette pauvreté, la corruption, la malgouvernance qui crée des rancœurs et qui fait que des enfants du pays sont obligés de prendre des armes contre le peuple burkinabé. À partir de ce moment, on pense que le développement peut se retourner vers quelque chose qui ressemble à un investissement qui peut accélérer et permettre d'autres investissements. C'est-à-dire la mise en place d'entreprises sociales communautaires, solidaires, qui va permettre en finançant une communauté, pour mettre en place une entreprise, une micro-entreprise qui va évoluer vers une petite et moyenne entreprise, pourra, à partir d'un nombre limité d'individus, toucher un nombre important de personnes.
Si un groupement, par exemple, de 25 personnes sont dans une entreprise, nous pensons que par ce truchement, si chacun a 10 personnes à sa charge, ça fait déjà 250 personnes que nous touchons. Ça veut dire que la stratégie serait de maximiser vers l'entrepreneuriat des groupes, des GIE, tout en permettant aux individus qui le peuvent à s'installer en attendant que nous puissions sortir, bien sûr, de cette crise sécuritaire. Autrement, comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre? Si nous avons 40% du pays qui est occupé par des groupes armés terroristes, ça veut dire qu'il faut déjà sécuriser les localités qui sont qui ne sont pas encore très inquiétées, où on peut travailler, et faire en sorte que lorsqu'on libère une communauté, on puisse leur apporter la sécurité dont ils ont besoin et leur permettre d'investir très rapidement dans des agricultures, dans le domaine de l'agriculture, du maraîchage, qui va leur permettre automatiquement d'avoir de quoi manger, mais aussi pendant l'hivernage, de pouvoir cultiver pour pouvoir se prendre en charge et sortir de cette aide humanitaire qui ne leur permet pas d'être dignes et bien entendu qui est un risque d'ailleurs pour la sécurité future. Puisqu'on sait que de toute façon, dans la situation actuelle du Burkina Faso, la place de la dignité, de la compromission de la dignité est un risque fort de répétitivité des crises. Ces femmes qui courent par milliers, parfois nues, qui dorment sous des branchages dans des porcheries, même s'ils acceptent le pardon à un moment donné, il faut dire que dans leur subconscient, c'est très fort probable que eux ou leurs enfants puissent reprendre des armes parce qu'ils auront refusé cette perte de dignité qui leur a donné une situation inacceptable. Donc, la dignité doit être placée en bonne place dans les développements économiques que nous devons sans doute mettre en place et dans les meilleurs délais, mais aussi trouver un moyen d'attirer des investisseurs dans les domaines où, bien entendu, au plan national, il serait très difficile de pouvoir y aller. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de richesses, la bauxite, l'or, bien entendu, et bien d'autres richesses que l'on pourrait stratégiquement regarder où est-ce qu'il faut investir pour accroître le nombre d'emplois et augmenter les revenus des individus afin de les empêcher de tomber dans l'extrémisme violent. C'est dire que dans ce dilemme, il y a bien sûr une acceptation de changer la façon de gouverner. De changer la façon de gouverner, je ne vous apprends rien. Vous savez que suite aux élections dites démocratiques, nous avons eu successivement 2 coups d'État. Ça montre que quelque chose ne va pas quelque part et il nous faut vraiment travailler à installer cette confiance au sein de la population et permettre au peuple de mieux s'organiser et de mieux trouver les voies de son développement. Je voudrais enfin dire que nous pensons que dans le système de financement inclusif, digital, ce système pourra nous permettre d'atteindre les populations, même dans les localités où on ne peut pas avancer, si nous savons bien entendu utiliser les ressources locales pour pouvoir consolider l'ensemble de nos stratégies et toucher les populations qu'il faut toucher afin de leur permettre de se prendre en charge. Je vous remercie. Merci, Madame la conseillère spéciale. Ce que vous avez dit s'inscrit dans ce qui a été fait par le programme des Nations Unies sur le développement, qui travaille sur le concept de la sécurité humaine, qui consiste à dire que la sécurité, ce n'est pas libérer l'individu seulement du besoin, mais c'est également libérer l'individu de la peur. Donc, sans sécurité, on ne peut pas aller plus loin, ni en matière de développement, ni en matière d'investissement. Donc, je donne tout de suite la parole au professeur Omar Nish, qui est le directeur du CEPRE. Monsieur le Président, Monsieur le Doyen, Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur le Ministre,
Madame les conseillères, Madame la directrice, chers collègues, vice-doyens, chefs de département, chefs de filière, chers invités, chers partenaires, chers collègues enseignants, chères étudiantes et chers étudiants, honorable assistance. C'est un immense plaisir pour moi de faire partie du panel inaugural de cette manifestation scientifique organisée par les collègues enseignants et collègues chercheurs du LACFM, le rapport de recherche en compétitivité économique et performance managériale qui relève du Centre interdisciplinaire de recherche en performance et compétitivité, avec l'appui du ministère de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, et l'appui du CNRST et d'autres partenaires. Alors, au menu de ces 2 journées scientifiques, une thématique soigneusement et judicieusement choisie par les collègues, et notamment par notre directeur, le directeur du LACFM, à savoir l'investissement et l'emploi. Une telle problématique, tirant sa légitimité de la conjoncture économique internationale actuelle, devenue malheureusement de plus en plus chaotique, une flambée des prix des facteurs de production conduisant systématiquement à un enchérissement des produits à la consommation, et notamment ceux de première nécessité. Ces tendances inflationnistes se conjuguent malheureusement aux effets néfastes de la crise sanitaire de 2019 et aux retombées catastrophiques du conflit russo-ukrainien, sans oublier les problèmes socio-économiques routiniers, pour former un contexte macroéconomique fragile et déséquilibré et un paysage microéconomique souffrant et hypertendu. Honorable présence, les questions de l'investissement et de l'emploi constituent certes les clés de la croissance économique, de la prospérité et de l'essor, mais surtout une soupape de sécurité pour préserver la paix et la stabilité sociale. D'où l'intérêt d'étudier avec beaucoup de précaution et d'attention ces 2 variables majeures de l'équilibre socio-économique. Car, en l'absence de l'investissement, soit public ou privé, la création de valeur se freine, le chômage s'installe, les disparités sociales s'aggravent et la précarité règne. Par ailleurs, la mondialisation a démocratisé l'accès aux effets négatifs de toute crise, quel que soit son lieu de déclenchement à l'échelle planétaire. Malheureusement, le Maroc est sévèrement touché par cet éventail de tremblements géopolitiques et socio-économiques qu'a connu le Maroc ces dernières années, ralentissant ainsi sa vitesse de développement et ancrant davantage les problèmes qu'il tente de surmonter. Mesdames et messieurs, afin de maintenir sa stabilité et sa paix sociale, notre cher pays, le Maroc, est invité plus que jamais à prendre davantage en considération le virage de la modernisation des stratégies nationales de développement des investissements et de création de l'emploi. D'ailleurs, Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, lors de son discours prononcé au Parlement à l'occasion de l'ouverture de la première session cette année, l'année 2022-23, a rappelé l'importance de miser sur l'investissement productif en tant que levier essentiel pour la relance de l'économie nationale et l'ancrage du Maroc dans le secteur prometteur. Dans le même sens, le souverain a mis en exergue une panoplie de dispositifs visant à mobiliser, ça a été dit tout à l'heure par M. le doyen, 550 milliards de dirhams d'investissement et à créer 500 000 emplois au cours de la période 2022-2026, sachant que le Maroc est l'un des pays où l'efficience de l'investissement est relativement moyenne en gain de croissance, malgré donc un taux d'investissement
ça a été dit aussi par les intervenants tout à l'heure, de plus de 30% du produit intérieur brut. Alors, dans l'objectif de faire de l'investissement privé la locomotive de la croissance et son propulseur en création d'emplois, Sa Majesté le Roi a avancé dans le même discours 2 chiffres qui, ramenés à la quotité annuelle, montrent bien qu'il s'agit de devoir investir annuellement en moyenne 150 milliards de dirhams dans le secteur de l'entrepreneuriat privé et productif, contre 100 milliards de dirhams dans le secteur public. Ce bon dosage constitue à notre sens la seule voie pour transformer le modèle de croissance d'ancrage à la consommation intérieure en modèle de croissance hybride tiré par la demande extérieure, les exportations et la substitution aux importations. Par ailleurs, si le changement de culture d'entreprise est une priorité, Sa Majesté le Roi a souligné que le secteur bancaire et financier national doit soutenir et financer la nouvelle génération d'entrepreneurs et d'investisseurs, notamment les jeunes, ça a été aussi souligné par M. le Président tout à l'heure, ainsi que les petites et moyennes entreprises. Alors, en ma présence, je ne vais pas trop tarder, et avant de clore mon intervention, je profite sincèrement de l'occasion pour adresser mes sincères remerciements à tous les collègues de l'ARCEPIN, tous les collègues sans exception, à son directeur, c'est Mohamed Kharis, monsieur le vice-doyen, c'est Qarraqi Al-Aziz, et tous les collègues donc ayant pris part à l'organisation de cet événement, ainsi que toute personne ayant participé de près ou de loin à sa réussite. Je souhaite plein succès aux actes de ces 2 journées scientifiques. Et merci à tout le monde. Merci, professeur Rampuniche. On va donner la parole en dernier lieu à la personne qui a joué un rôle important dans l'organisation de ces journées, avec cette Qarraqi, comme il vient d'être appelé. C'est Mohamed Kharis, le directeur de l'ARCEPIN. Bonjour tout le monde. Soyez la bienvenue. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Secrétaire Général, Madame les conseillères, Madame les directrices, chers collègues, chers doctorants et chers étudiants, merci beaucoup d'accepter donc l'invitation et d'être là pour participer à cette première édition des Journées internationales de l'investissement et de l'emploi. Donc merci beaucoup et soyez la bienvenue. Vous voyez que nous sommes dans la séance inaugurale. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces 2 thèmes, puisqu'on ne peut rien faire sans ces 2 thèmes. Mais le problème, c'est le comment. Puisque normalement, les défis majeurs, si vous voulez, de toutes les économies, c'est l'investissement, ou si vous voulez, c'est la création de la richesse et de la création de l'emploi. Donc la création de la richesse, nous avons beaucoup discuté, c'est d'abord comment, mais après c'est à répartir. La répartition pose beaucoup de problèmes actuellement, puisque nous avons beaucoup d'inégalités. C'est-à-dire donc on peut avoir de la création de la richesse, mais il nous reste donc le problème de la répartition. Donc la création de l'emploi aussi de toute la population active. Donc c'est un autre défi. Donc, nous avons les 2 défis majeurs. C'est d'abord l'investissement, mais c'est ensuite donc, si vous voulez, donc, la création de l'emploi. Mais avec le développement technologique et le développement de la digitalisation, comme ça a été avant avec la mécanisation,
est-ce qu'un investissement est automatiquement créateur d'emploi? C'est un débat, puisque tous les investissements ne sont pas automatiquement créateurs d'emplois. Et on constate actuellement avec la digitalisation, même si donc, nous avons une création d'emplois, mais parallèlement nous avons aussi la destruction des emplois. Si on prend le secteur bancaire, donc la digitalisation, normalement commence à détruire, donc si vous voulez, donc les emplois. Et la conjoncture aussi est très difficile. Ça a été dit tout à l'heure. Donc la récurrence des crises, la conjoncture socio-économique, financière et surtout géopolitique devient de plus en plus instable, imprévisible et fortement risquée. Dans ces conditions, les choix et les prises de décisions d'investir, de produire et même de consommer deviennent très difficiles. Donc les trois, donc investissement, production et même consommation dans une période de crise, normalement, sont très difficiles à faire. En plus, les relations socio-économiques internationales deviennent également imprévisibles. Et vous voyez, donc nous sommes normalement dans une conjoncture très, très difficile pour investir et pour créer donc les emplois. Mais peut-être que nous avons les relations sud-sud nous offrent des opportunités faiblement exploitées. Pour plusieurs raisons, ça a été dit tout à l'heure, et notamment donc, pour les raisons politiques. Donc c'est une perte de croissance, c'est une perte de richesse, c'est une perte de création d'emplois, etc. Donc le cas des différents pays africains, par exemple, même si l'Afrique est très riche par la diversité de sa géographie, par la complémentarité de ses ressources naturelles et surtout par l'importance de la jeunesse de sa population. Tous ces éléments offrent aux investisseurs des marchés potentiels énormes. Peut-être en Afrique, donc, nous sommes à peu près 1,2 milliard, 1,3 milliard. Donc c'est un marché énorme. Mais les pouvoirs publics doivent d'une part faire confiance à l'Afrique et aux Africains, et d'autre part, ils doivent être innovants pour créer des conditions favorables et attractives pour les investisseurs nationaux et internationaux, notamment dans cette période de crise. Et vous voyez donc les deux thèmes dans une période instable, normalement deviennent très très importants. Et nous avons une autre question, puisque nous avons ici, c'est quelle politique économique? Et dans ce cas, dans une période de crise, quel rôle pour l'État? Pour normalement mettre en place un climat, et nous avons avec nous donc la directrice responsable du climat des affaires, mais c'est le thème le plus important. C'est normalement mettre en confiance donc l'investisseur national et les investisseurs internationaux. Et nous aurons plus de temps normalement pour discuter de ces thèmes. Donc c'est pourquoi rapidement je passe au programme. Donc nous avons 2 journées, aujourd'hui et demain Inch'Allah. Nous avons réservé donc aujourd'hui donc pour l'investissement et demain donc pour l'emploi. Donc aujourd'hui donc après la pause donc nous aurons donc une plénière avec à peu près donc 7 intervenants, c'est-à-dire 7 thèmes autour de l'investissement. Parce que nous avons un débat très très important sur l'investissement. D'abord, quel type d'investissement? Est-ce que c'est à l'État? Est-ce que c'est au privé? Tout à l'heure, nous avons un ratio, c'est 30% le taux d'investissement au Maroc, c'est très très important. Mais on revient à ça en détail, puisque même si en volume c'est très 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 important, je disais toujours ça, est-ce que ce n'est pas notre PIB qui est faible? C'est un ratio, peut-être. Le PIB est faible. Donc c'est pourquoi nous avons un compte.
nous avons un autre problème qui dit 30, mais l'investissement, ce n'est pas vraiment productif. Pour plusieurs raisons, peut-être l'investissement social n'est pas vraiment rentable immédiatement, c'est dans le temps, c'est l'investissement en capital humain. Donc c'est pourquoi nous avons les ports, normalement c'est 9 je pense au Maroc. C'est 9 pour l'investissement au Maroc. C'est-à-dire 9 points d'investissement pour avoir un point de croissance. L'investissement est coûteux, donc c'est pourquoi peut-être dans la plénière, donc on va essayer de discuter de ces problèmes. C'est d'abord donc l'investissement peut-être en volume, mais dans quel secteur d'activité, peut-être dans quelle région, et quel est l'investissement peut-être le plus rentable pour l'économie nationale, et quel est l'investissement qui peut créer donc plus d'emplois. Et ici nous avons un autre débat avec les investisseurs, avec le privé. Est-ce que normalement le privé cherche plus de rentabilité, mais pour le social, pour les pouvoirs publics, on cherche à créer donc plus d'emplois. Mais la création d'emplois est coûteuse normalement donc pour les investisseurs, et on revient, ça a été dit tout à l'heure, pour les coûts de facteurs, c'est très très important, et la fiscalité normalement c'est l'une des composantes des coûts de facteurs, et nous aurons un thème sur la fiscalité. Donc après donc la plénière, donc nous aurons donc des ateliers, 2 ateliers aujourd'hui pour l'investissement. Donc demain, Inch'Allah, nous aurons donc l'emploi, donc une plénière de l'emploi, avec à peu près aussi 9 thèmes, et 3 ateliers, c'est très très important, parce que les étudiants, les chercheurs s'intéressent de plus en plus à l'emploi. Donc nous aurons plus d'ateliers pour les emplois, donc 3 ateliers pour les emplois. Et nous avons reçu donc, des communications, un mélange de communications qui n'ont pas de relation avec l'investissement et l'emploi, mais nous avons normalement organisé un atelier, mélange, pour offrir donc l'occasion, pour donner donc l'occasion à ces doctorants, normalement pour participer à cette première édition des Journées internationales de l'investissement et de l'emploi. Donc merci beaucoup, et je vous souhaite bon courage. Gracias.